Cela fait quelques jours que l'on parle d'une nouvelle guerre. Je parle bien sûr de la guerre entre l'Iran et Israël, mais depuis le 7 octobre, le Proche-Orient s'est embrasé. Auparavant, il y avait la guerre en Ukraine. Il y a un phénomène de désespérance et puis de lassitude aussi, et puis de mort également hein, pour les populations qui sont frappées directement par ces guerres. Et je me suis dit que l'une des bonnes choses à faire, c'était de philosopher, parce que la philosophie permet probablement de mieux appréhender nos craintes. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, Marc Crépon. Bonjour, vous êtes Bonjour. directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l'École normale supérieure. On vous doit notamment Le spectre du nationalisme, un ouvrage où vous évoquez l'une des causes de la guerre. Pour prendre les mots de François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Mais peut-être déjà, vous qui êtes philosophe, comment avez-vous appréhendé cette terrible succession? On peut remonter, je ne sais pas, peut-être à la déclaration de guerre de la Russie et de l'Ukraine. Oui, d'abord, je fais partie d'une génération, donc les gens nés au début des années 60 qui ont connu 1989, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire, dans le fond, la fin de la guerre froide, ou en tout cas ce qu'à l'époque on nous a présenté et ce dans quoi on a cru comme la fin de la guerre froide. Et donc on a été porté pendant quand même très très longtemps, même au-delà de 1989, par l'idée que ce que nous étions en train de vivre 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale était une avancée dans tous les domaines, avec plein de conquêtes, d'une avancée de la démocratie qui allait éloigner le spectre de la guerre, qui allait éloigner surtout le spectre de cette forme de nationalisme populiste dont effectivement l'un des traits caractéristiques est qu'ils courent toujours le risque et qu'ils font toujours courir le risque de, euh, de ramener la guerre. Évidemment, ces avancées là dans lesquelles nous avons cru, elles ont été progressivement contredites, d'abord par la grande menace terroriste qui est apparue dès le début du 21e siècle, avec laquelle nous avons grandi, et puis probablement une toute autre séquence depuis quelques années qui est voilà cet enchaînement de guerres, celle d'abord la guerre en Ukraine, euh, évidemment les guerres au Proche-Orient qui là de fait n'avaient jamais vraiment cessé, et puis surtout des menaces de guerre partout. C'est-à-dire entre l'Inde et le Pakistan, on ne sait pas très bien ce que va faire la Chine avec Taïwan, mais en tout cas, la guerre est devenue une dimension de notre horizon existentiel qui n'était pas, qui ne nous appartenait pas à ce point-là il y a encore 10 ou 15 ans. Et ce que j'observe surtout, qui caractérise alors la dernière séquence, ces dernières années, c'est que, dans le fond, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parmi les très grandes choses dont s'est dotée la civilisation et dont s'est dotée l'humanité, il y a les grandes règles du droit international et il y a les grandes règles de la justice internationale. Et ça, je trouve que c'était une extraordinaire conquête de la civilisation. Et progressivement, elles sont remises en cause. Et aujourd'hui, nous avons extrêmement la tendance à voir toutes ces guerres nous arriver sans les reconduire, ce qu'on aurait fait naturellement avant, à des questions de droit international et de justice internationale. Et peut-être pour dire encore quelque chose, la guerre, elle m'inspire toujours quand on la voit arriver comme ça. Et une première réaction, c'est de dire que, quel que soit l'ordre des justifications de la guerre, ce que la guerre fait, ce que la guerre commande d'accepter, n'est jamais juste. Ça veut dire que la notion de guerre juste, puisque bien sûr, depuis le déclenchement de ces conflits, il est question de savoir s'il est des causes justes, s'il est possible de distinguer dans ces différents affrontements un camp dans lequel on pourrait s'engager, Marc Crépon. Alors il y a des guerres justifiées, il y a des guerres qui peuvent être justifiées, c'est très 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 régi quand même par le droit international. En droit international, la guerre, les États n'ont pas le droit de faire la guerre. C'est interdit, c'est-à-dire c'est un État ne peut pas par la force intervenir pour des raisons de politique extérieure. Évidemment, il y a des exceptions à ça, il y a deux exceptions. Et ces exceptions peuvent créer un ordre de justification.
en particulier, et c'est évidemment l'une des grandes questions aujourd'hui, depuis le déclenchement de la guerre vendredi, c'est l'état de légitime défense. Si un État se trouve en situation de légitime défense, alors effectivement, la Charte des Nations Unies permet à cet État de recourir à la légitime défense. Et l'une des grandes questions aujourd'hui, on voit bien que c'est ça qui va diviser l'opinion, c'est de savoir si Israël, en déclenchant les hostilités, était en état de légitime défense. Alors on peut répondre à cette question-là. Et la question qu'on peut répondre, c'est que c'est à la fois, c'est oui d'un certain point de vue et peut-être d'un autre. Oui d'un certain point de vue, c'est-à-dire que il faut se représenter ce que signifie Iran pour Israël. Iran pour Israël, c'est quand même un État qui a d'abord inscrit dans son programme politique la destruction d'Israël. C'est aussi un État qui a soutenu tous les ennemis d'Israël qui l'ont attaqué et qui ont juré sa destruction. Donc de ce point de vue-là, il y a une sorte... Il est normal qu'une partie de la population israélienne se sente en état de légitime défense existentielle. Mais je peux me faire l'avocat de l'Iran à cet égard, ou alors plutôt essayer de condamner la guerre, donc celle lancée par Israël, au nom de ses conséquences. C'est ce que font par exemple certains, Marc Crépon, en disant en attaquant l'Iran, on risque d'avoir les conséquences inverses de celles qui sont recherchées, par exemple hâter la finalisation du programme nucléaire. Donc utiliser une forme de conséquentialisme pour condamner l'attaque. Oui, parce que d'abord, la légitime défense existentielle ne suffit pas. C'est-à-dire le sentiment, effectivement, que l'Iran est un ennemi existentiel pour la population israélienne ne suffit pas. Il faut, pour que la guerre soit légitime, qu'il y ait une menace directe et que cette menace soit effectivement à ce point urgente qu'aucune autre voie, diplomatique ou autre, ne soit encore possible. Et c'est là où il y a interprétation et où il y a effectivement débat. On a entendu beaucoup d'intellectuels s'exprimer depuis le début de la guerre en Ukraine, avec la guerre également entre tout d'abord Israël et le Hamas et maintenant Israël et l'Iran. Alors là, les avis sont beaucoup plus, disons, partagés, c'est le moins qu'on puisse dire, que dans la première époque où il n'y avait qu'un affrontement entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est pourquoi j'aimerais convoquer Julien Binda, un essayiste, publiciste, un philosophe, disons, qui s'exprimait beaucoup dans les journaux que vous convoquez dans le spectre du nationalisme. Mais j'aimerais d'abord que vous nous rappeliez qui était Julien Binda, Marc Crépon. Alors, Julien Bada, c'est une grande figure intellectuelle de l'entre-deux-guerres. Il fait partie, donc c'est la génération de Romain Rolland, peut-être de Péguy aussi, donc qui est surtout extrêmement actif dans les années 1920-1930. Et c'est un romancier aussi, mais c'est aussi un incroyable essayiste qui va publier deux textes absolument décisifs dans ces années-là. D'une part, un discours à la nation européenne qu'il écrit en décembre 1932 et qui va paraître en 1933. C'est-à-dire, c'est un des grands textes qui nous alarme sur ce qui va se produire effectivement à peine quelques semaines plus tôt. Et puis quelques années plus tôt, il a écrit un livre qui est le livre pour lequel il est connu, qui s'appelle La trahison des clercs. Alors je vais peut-être m'attarder plus sur le discours à la nation européenne que sur la trahison des clercs, même si c'est aussi un très grand essai, la trahison des clercs, parce que dans le fond, ce que fait en grande partie Julien Bada dans ce livre, c'est de critiquer, c'est de dénoncer même les passions nationales. C'est-à-dire le nationalisme, c'est une passion, et c'est une passion destructrice, et c'est une passion qui toujours ramène avec elle le spectre de la guerre. Mais il y a quand même aussi un lien à faire avec la trahison des clercs, parce que Marc Crépon, il critiquait beaucoup Binda, ces intellectuels qui s'engageaient au nom de la guerre. Et il considérait qu'il fallait distinguer les deux choses et qu'un intellectuel ne pouvait pas justifier de telles choses. Oui, parce que dans le fond, ce qu'il demande et ce dont il regrette la disparition, c'est que précisément les intellectuels, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas prendre de position, mais ils ne doivent jamais oublier que quand ils prennent des positions, ils les prennent au nom d'un certain nombre de valeurs et de principes universels. Donc ils ne se laissent pas embarquer, comme c'est si souvent le cas malheureusement, dans des guerres partisanes, dans des passions nationales,
Il y a dans le fond que face à des questions aussi urgentes, aussi dramatiques que celles que nous vivons en ce moment, comme il est dans les années 30, les intellectuels doivent garder une sorte de distance critique. Ils Alors, doivent se situer au-dessus de la mêlée, en quelque alors, sorte. question vache, Marc Crépon, qu'est-ce qu'il Allez-y. dirait aujourd'hui, Binda, dans la guerre entre l'Ukraine, la Russie, dans la guerre entre l'Iran et Israël? Bon, d'abord, je ne sais pas comment Binda aurait, dans le fond, salué toutes ces conquêtes juridiques qu'il faut qu'aujourd'hui, quand on se place du point de vue du droit, c'est le meilleur moyen de se placer au-dessus de cet embarquement, de cet embrigadement des passions nationales. Eh bien, très honnêtement, je vais vous dire, je ne peux pas parler à sa place. Je ne sais pas exactement Alors ce moi qu'il dirait. Il moi je vais condamnerait. essayer de parler à sa place parce que Eh ben, alors essayez. chez Bindin, il y avait quand même une contradiction. C'est que donc il s'exprime dans les années 30, il voit le danger du nazisme, il est quand même très influencé par le communisme. Oui. Benda, donc, c'est quelqu'un qui héberge un certain nombre de contradictions. C'est-à-dire, il dit que les intellectuels ne doivent pas s'engager, mais lui-même est très engagé du côté des communistes. Et ensuite, il y a évidemment Hitler qui arrive, et Hitler, en quelque sorte, clarifie les choses. Et donc, l'une des tentations, c'est de nazifier tous les événements qui suivent, et on le voit bien, à chaque fois qu'il y a eu des guerres dans la seconde partie du XXe siècle, on a nazifié les Mhm. protagonistes. Pour Mhm. l'Irak, ça a été particulièrement clair. Pour l'Iran, on sent qu'il y a aussi une tentative de ce type. Alors, quel Binda faut-il utiliser? Celui qui appelle à l'universel et au kantisme, ou alors le Binda qui s'engage parce qu'il voit bien que le nazisme est un danger mortel? Mais je pense qu'il faut, dans le fond, privilégier le Binda qui dénonce le nationalisme. Parce que ça reste une constante de son positionnement. Donc je pense que Binda peut nous être utile pour, dans le fond, nous rappeler le danger que constituent aujourd'hui, partout dans le monde, ces formes de nationalisme populiste qui ramènent la guerre. Et ça se fait au nom de valeurs universelles. Bon, mais alors je vais continuer à vous embêter. Quel nationalisme? Le nationalisme russe ou le nationalisme ukrainien? Le nationalisme israélien ou le nationalisme palestinien? Alors, oui, la question est vraiment, effectivement, difficile, mais là, en l'occurrence, je vais me placer sur le plan du conflit russo-ukrainien. Là, il y a quand même, au départ, hein, une agression caractérisée, qui est celle de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. L'Ukraine s'est réellement trouvée en état, là, pour le coup, de légitime défense. Il n'y a pas de doute sur l'agresseur et l'agressé. Et donc, ce qui me semble absolument évident, c'est que là, on peut tout à fait, pour analyser la guerre russo-ukrainienne, se placer sur le plan du droit, sur le plan du principe. Donc, de mon point de vue, il n'y aurait aucun doute, je ne veux pas faire parler Julien Bada, mais il n'y aurait aucun doute que là, il se placerait du point de vue de l'Ukraine, de l'agressé, et pas de l'agresseur. Et quant au conflit Là, israélo-palestinien je suis vache. et au conflit israélo-iranien, ça, c'est encore une autre affaire. C'est encore une autre affaire, mais ce que l'on peut considérer, alors là aussi c'est très compliqué parce que les conceptions de l'universel, par exemple, il y avait un- un intellectuel extrêmement reconnu en Israël, Yeshayahu Leibovitch, qui avait la particularité d'être aussi religieux. Donc il était reconnu également par un certain nombre de juifs situés à droite. Et pour Leibovitch, eh bien, les conquêtes territoriales relevaient de l'idolâtrie. L'idolâtrie est condamnée dans le judaïsme. Donc on ne pouvait pas justifier la colonisation. C'est cela en fait qui primait pour lui, donc le nationalisme, y compris donc le nationalisme israélien, était condamnable. Bien entendu, pour d'autres penseurs, le droit à l'autodétermination des Juifs justifie en Israël un certain nombre de conquêtes territoriales. Même chose pour la question palestinienne. C'est cela en fait qui est compliqué, c'est que on a l'impression que les philosophes sont d'accord sur les principes et les valeurs, mais que celles-ci sont difficiles à percevoir ou à appliquer sur le terrain, Marc Crépon. Oui, parce qu'elles peuvent être, elles se prêtent toujours à une. Malheureusement, les valeurs aussi universelles soient-elles,
peuvent être toujours invoqués d'une façon qui les instrumentalise. Donc on peut toujours faire parler, effectivement, euh, les valeurs universelles dans un sens ou dans un autre. Et ce que je crois quand même, malgré tout, c'est que on peut euh, avoir une interprétation et surtout une analyse critique qui se méfie de toutes leurs instrumentalisations. Le nationalisme, ça c'est vraiment l'une de ses constantes, le nationalisme, à plus forte raison quand il conduit à la guerre, il a toujours pour premier effet de suspendre l'exercice de l'esprit critique. Là, par exemple, revenons sur la guerre entre l'Iran et Israël. Il y avait depuis un certain nombre depuis quelques mois, il y avait vraiment monté dans la société israélienne une grande contestation de la politique d'Israël à Gaza, monter une grande contestation du régime de Netanyahou. Ce qu'on voit là, c'est qu'avec le déclenchement de la guerre en Iran, cet exercice critique est suspendu. La société israélienne, bien sûr que quand le pays est attaqué, quand le pays est sous les bombes, quand il y a dans le fond cette menace existentielle, bien sûr qu'à ce moment-là se recrée une sorte d'union sacrée autour de la guerre. Marc Crépon, Le spectre du nationalisme, c'est aux éditions Odile Jacob. Vous serez rejoint, Marc Crépon, par Perrine Simon-Naoum, qui convoquera d'autres penseurs, notamment Raymond Aron, pour nous permettre de penser la guerre. Les matins de France Culture. Guillaume Et Erner. oui, penser la guerre, ou plutôt, hélas, devrais-je dire, les guerres qui sont sous nos yeux. Avec vous, Marc Crépon, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l'École normale supérieure. On vous doit notamment Le spectre du nationalisme, un livre dans lequel vous confrontez un certain nombre de pensées de Julien Binda, grand essayiste des années 30, à Léon Blum, par exemple, pour tenter de comprendre justement comment s'articule cette idéologie qui a ensanglanté les 20e et 21e siècles. Nous accueillons Perrine Simon-Naoum. Bonjour. Bonjour. Perrine Simon-Naoum, vous êtes directrice de recherche au CNRS, professeure à l'École normale supérieure de Paris. On vous doit notamment La sagesse du politique et la nouvelle causalité diabolique. Et puis, vous êtes en charge également de la réédition des œuvres de Raymond Aron. Raymond Aron qui était un grand penseur de la guerre, puisque son siècle était celui de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il a beaucoup pensé Clausewitz, qui est l'un des grands théoriciens de la guerre, Machiavel, parce que aussi il voulait problématiser les choses. Que dirait Aron de la situation qui est sous nos yeux ? Bien écoutez, je crois que, alors là encore, je ne vais pas faire parler Aron, mais en tout cas, il ne la considérerait pas comme exceptionnelle. Ce qui est très intéressant, pour revenir à la situation que vous avez décrite avec Marc Crépon en première partie d'émission, Aron se situe exactement au point de rencontre de la tension que vous avez décrite entre les valeurs, la défense des valeurs et la réalité politique. La singularité d'Aron, c'est qu'il a toujours pensé la guerre, comme vous l'avez rappelé, et il a pensé la guerre comme appartenant non seulement à notre paysage contemporain, mais faisant partie de la vie de nos sociétés, c'est-à-dire de la vie politique de nos sociétés. La guerre serait une forme de situation limite, finalement, à l'épreuve de laquelle nous nous situons. Et donc, si vous voulez, la question que s'est posée Aron tout au long de son œuvre, c'est de savoir comment est-ce qu'on pouvait limiter la guerre. En considérant que certes, comme il le disait, la paix est la force de l'âme, mais que l'idée d'une paix universelle est une illusion. Il faut donc non seulement intégrer la question de la guerre dans notre horizon quotidien, mais apprendre à la gérer. Et c'est pour ça que sa pensée revient en force, je dirais, dans la communauté stratégique, parce que les acteurs de cette scène, pour Aron, sont principalement les États. Et tout ce que Marc Crépon a décrit de notre génération des années 60 dans l'idée d'une mondialisation heureuse et d'une démocratie victorieuse,
Donc Aron est disparu en 1983, il ne l'a pas connu, mais il avait pensé un monde dans lequel les États demeurent les acteurs principaux et il confiait à ces États une certaine intelligence. Aron avait aussi une conception tragique de l'existence et de l'histoire. Et je me souviens par exemple de ce qu'il écrivait, je crois que c'est dans ses mémoires, quand il reprochait à Giscard de ne pas avoir le sens du tragique. On a d'ailleurs dit au début d'Emmanuel Macron que lui était trop jeune pour avoir le sens du tragique. C'est vraiment une génération qui n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est le sens du tragique? Qu'est-ce que ça veut dire, Perrine Simon-Naoum? Eh bien, le sens du tragique, c'est finalement la formule qu'il oppose tout au long des années 1950-1960 aux téléologies de l'histoire, aux philosophies de l'histoire, qui considèrent Les que téléologies, c'est le sens de l'histoire, l'histoire devant s'accomplir dans une fin heureuse de l'humanité. Cette fin heureuse de l'humanité, d'ailleurs, justifiant qu'on sacrifie les individus au profit d'un avenir hypothétiquement heureux des collectifs. L'idée d'Aron, c'est que nous sommes constamment dans une situation d'équilibre. À savoir, c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui, je dirais, avant Marc Crépon, a donc travaillé sur la guerre, à un moment où la philosophie, d'ailleurs, avait banni cette question-là, en tout cas en France, de son horizon. Elle l'avait banni pour des raisons idéologiques, elle l'avait banni aussi pour des raisons disciplinaires et d'ignorance. C'est-à-dire qu'au moment où Aron introduit ce qu'on appelle les relations internationales, comme discipline en 1960, à la Sorbonne, on fait encore de l'histoire diplomatique, telle qu'on la faisait au début du XXe siècle. Donc Aron est quelqu'un qui fait une place dans son monde à la violence, donc à la guerre, mais en même temps qui pense que on peut et on doit y apporter une réponse à la fois rationnelle et politique. Et puis alors, il y a quelque chose de très important chez Aron, mais là je vais faire appel, Perrine Simon-Naoum, aux qualités de pédagogue, parce que il arrive donc dans un moment qui est un moment très marqué par Marx, par la philosophie de l'histoire de Marx, et pour Aron, justement, l'histoire n'a pas de sens, il n'y a pas de philosophie de l'histoire, et ça c'est très important pour penser les conflits. Expliquez-nous pourquoi. Oui, parce que dans son grand livre théorique de relations internationales, Paix et guerre entre les nations, qu'il publie en 1962, il y a 4 parties dans ce livre. La première s'appelle Théorie, c'est une théorie du système des États, et Marc Crépon le rappelait, des institutions internationales auxquelles Aron croyait beaucoup. La deuxième partie est une étude sociologique, donc comment les sociétés finalement, comment est-ce qu'on peut faire une sociologie de la guerre. La troisième est historique et la dernière porte un terme un peu barbare, praxéologie. En fait, l'idée d'Aron, c'est La praxéologie, c'est la pratique. C'est une philosophie de l'action. C'est-à-dire qu'il s'intéresse toujours aux acteurs politiques, qui sont donc principalement pour lui les États, et à la manière dont ceux-ci vont faire prévaloir en fait une forme de prudence, c'est-à-dire de limitation de la guerre. Et on voit très bien, finalement, vous évoquiez beaucoup la guerre entre Israël et l'Iran, et on voit très bien que ça répond à des principes que Aron avait déjà dégagés. Lesquels? Dès les années 60. D'une part, donc, l'idée que si les démocraties, et Israël, il faut quand même le rappeler, est la seule démocratie du Moyen-Orient, c'est-à-dire que même en temps de guerre, vous avez 100 000 personnes qui manifestent dans les rues contre leur gouvernement. Les démocraties, si elles ne veulent pas tomber dans la guerre totale, doivent parfois mener des guerres limitées. C'est-à-dire qu'il y a chez Aron une forme de réalisme politique. D'autre part, cette idée que donc les États démocratiques, une idée qu'il reprend de Clausewitz, vous parliez de ce fameux livre Penser la guerre Clausewitz, qui date de 1976, que dit Clausewitz, la guerre est un caméléon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les formes de guerre que nous menons, et Marc Crépon le disait très bien tout à l'heure, répondent en fait aux valeurs des sociétés qui les mènent. C'est-à-dire que les démocraties
essaye de mener des guerres qui soient des guerres technologiques, qui soient des guerres techniques, quand les régimes autoritaires, la Russie de Poutine, mènent une guerre totale qui n'a que faire des individus. Marc Crépon. Oui, je pense que là, on touche à une question essentielle qui est celle, justement, de la limitation de la guerre. C'est-à-dire de ce que la guerre permet ou ne permet pas de faire. Donc, il peut y avoir des guerres justifiées, bon, mais ce que la guerre nous demande de faire n'est jamais juste. Il ne faut pas confondre guerre justifiée et guerre juste, parce que là, la guerre reste immorale, de toute façon. Elle reste immorale. Mais précisément, c'était l'une des grandes conquêtes de la civilisation, ce qu'on a appelé le jus in bello, qui n'est pas le droit de faire ou de ne pas faire la guerre, mais le droit dans la guerre. Le droit dans la guerre. Et par exemple, évidemment, les populations civiles n'ont pas à être prises en otage de la guerre. Et donc, s'il est avéré dans une guerre ou dans une autre, que la population civile est ciblée. Si, comme en Russie et en Ukraine, la population civile peut être torturée, s'il y a des déportations de population, s'il y a des déplacements massifs de population, comme dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine et d'autres guerres encore, alors là, effectivement, on contredit Par exemple, au jus in bello. par exemple, Par exemple, à Gaza, Marc Crépon, lorsqu'une démocratie se livre à ce qui sera peut-être perçu comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Certains disent, génocide, le terme est contesté. Oui, exactement. Alors heureusement, il y a la justice internationale dans laquelle plus grand monde ne croit, mais qui fait que quand la guerre finit, et il faut espérer qu'elle finira très vite, à ce moment-là, effectivement, les dirigeants, ceux qui la menaient, peuvent être amenés à rendre des comptes. Et la violence de la guerre fait toujours naître l'espérance que ceux qui en seront responsables devront un jour en rendre des comptes. Perrine Simon-Naoum, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure en disant finalement les régimes font des guerres à leur image, mais alors précisément Israël est accusé pour le théâtre des opérations à Gaza de mener une guerre à la manière d'un régime totalitaire. Alors, je pense qu'il y a 2 points dans ce que vous venez de dire. Le premier, et je dirais d'une certaine façon le moins grave et le plus facile, c'est qu'on sait que Israël est le seul régime démocratique qui juge ses dirigeants. Donc, vous pouvez être certain qu'à la fin de la guerre, il y aura un procès fait à Netanyahou, et on sait que les responsabilités seront dégagées. Ce qui est plus grave dans la manière dont on présente les choses aujourd'hui, c'est l'usage du terme génocide. C'est-à-dire que le génocide représente dans notre esprit aujourd'hui ce qui est le mal absolu. Et donc se perd dans tous les commentaires, toute cette confusion qui est faite autour du conflit israélo-palestinien, une confusion précisément entre morale et politique. Et là, il ne suffit pas, je crois, d'expliquer quand même aux gens qui avancent des arguments moraux que je reconnais tout à fait le sacrifice de population civile est quelque chose d'horrible, que ce sont quand même les représentants du Hamas qui sont les premiers à sacrifier leur population, tout comme on ne peut pas dire que le régime des mollahs soit très regardant sur le sort qu'il fait subir à sa population civile. Mais à partir du moment où vous faites intervenir dans le débat ce terme de génocide, que vous l'appliquez aux Israéliens, ça veut tout simplement dire que les Israéliens se mettent à incarner ce qui, dans notre esprit occidental, représente le mal absolu. Et donc la discussion n'est plus possible, puisque en réalité, elle se déplace d'un plan politique sur un plan qui est une forme de plan de la transcendance, d'un plan religieux. Et c'est là où, encore une fois, les leçons d'Aaron nous sont très très utile dans ce refus qu'il a toujours maintenu de confondre la morale et la politique. Alors deux choses pour répondre. Moi, je préfère aussi de très loin l'usage du concept de crime contre l'humanité à celui de génocide. Pour une raison très simple, c'est que c'est très 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 défini juridiquement, le génocide et le crime contre l'humanité. Et pour pouvoir parler de génocide, il faut pouvoir prouver une intention génocidaire. Et ça, c'est quand même relativement compliqué à prouver. Il faut des documents et pas seulement des faits.
Par contre, les crimes contre l'humanité, ce sont des faits. Et ces faits-là, ils peuvent être documentés, ils peuvent être prouvés. Donc, il est beaucoup plus probable qu'arrivent un jour des procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité que pour, Génocide. que pour génocide. Perrine Simon-Naoum, l'autre apport d'Aron, c'est d'avoir pensé les empires. Alors c'est un mot qu'on a un peu oublié, et moi je pense qu'il faudrait véritablement le remettre au cœur de notre réflexion, parce que ce qui arrive entre la Russie et l'Ukraine relève évidemment de l'impérialisme, et peut-être aussi d'ailleurs ce qui se passe au Proche-Orient. Qu'est-ce qu'Aron évoquait en matière d'empire, en matière de république impériale, pour reprendre le titre de l'un de ses livres? Là encore, quelque chose qui me semble très important pour nous aujourd'hui, à savoir la nécessité de remettre la conduite des guerres et de la politique internationale au cœur des sociétés. Cette notion d'empire, il l'a utilisée, je dirais, de deux façons. D'une part, il a réfléchi sur ce qu'était l'empire colonial, et il faut quand même rappeler à tous ceux qui l'accusent de conservatisme qu'il est l'un des premiers en 1957, dans la tragédie algérienne, à expliquer pour quelles raisons économiques, démographiques, politiques et non pas morales, la France doit donner son indépendance à l'Algérie. Et puis donc, il a montré comment, dans la politique internationale, jouait l'idée de représentation. C'est-à-dire tout ce qu'on redécouvre aujourd'hui, notamment à travers ce que Marc Crépon a décrit du récit nationaliste de Poutine, à savoir, ou ce que Bruno Tertrais a très justement appelé la revanche de l'histoire, cette idée finalement que un certain nombre d'États se représentaient à travers la notion de puissance. Il faudrait également retravailler ce concept de puissance, aujourd'hui le réactualiser et l'utilisait donc pour construire ce qui était à la fois une politique et un récit impérial. Marc Crépon. Il y a deux choses que nous avions oubliées. C'est d'abord le pouvoir belliciste des idéologies. C'est-à-dire que nous avons sous-estimé, dans le fond, la capacité de l'idéologie qui soutient le régime de Poutine à déclencher et à vouloir la guerre. Donc nous avons sous-estimé cela, et nous avons sous-estimé, parce que c'était un peu sorti de notre histoire, la puissance destructrice de guerre expansionniste. Et moi, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que nous voyons surgir partout des guerres potentiellement territoriales avec des projets d'expansion. Elle n'est pas limitée à la Russie. Non. Il y a des conflits territoriaux entre l'Inde et le Pakistan. Il y a les ambitions expansionnistes de la Chine à Taïwan, dans les îles du Pacifique, etc. Et alors, cerise sur le gâteau, il y a les déclarations expansionnistes de Donald Trump depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et ça, quand même, je voudrais dire quelque chose, c'est que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, pour ce qui est de notre rapport à la guerre, de notre vision de la guerre, de notre vision d'un monde sans guerre, c'est extraordinairement déstabilisateur. C'est ça qui a perturbé quand même beaucoup notre façon de nous représenter l'ordre du monde, et surtout l'état du monde pouvant être encore régi par un ordre international reposant sur des règles de droit. Ce qui, moi, me sidère, c'est la façon dont aujourd'hui, dans le fond, la plupart des dirigeants du monde n'en ont strictement rien à faire des règles du droit international, et pas davantage de la justice internationale. Et ça, je crois que c'est ça qui définit notre temps dans la séquence très courte que nous traversons en ce moment, et c'est ce qui en fait une période incroyablement régressive au regard de notre pensée de l'histoire. Perrine Simon-Naoum. Alors, je serais un peu plus mesurée sur le rôle des relations, des institutions internationales qui, je pense, se sont complètement décrédibilisées quand on pense, par exemple, que ceux auxquels ont été confiés la direction des comités pour les libertés publiques ou pour la liberté des femmes sont à la fois un Syrien et un Iranien à l'ONU, que le pays qui a été le plus condamné à l'ONU depuis sa création, c'est l'État d'Israël. Je pense qu'on doit s'attacher au rôle des institutions internationales, mais qu'il faudra profondément les réformer si on veut qu'elles redeviennent efficaces. J'aimerais qu'on parle de période, parce que là aussi c'est quelque chose qui m'obsède
Actuellement, lorsqu'on perçoit l'histoire, on perçoit un certain nombre de périodes. Il y a des périodes évidentes qui sont les périodes des guerres. On peut retravailler les périodes. Timothy Snyder, par exemple, considère qu'il faut saisir dans un même ensemble les meurtres staliniens qui ont commencé d'ailleurs avec la famine ukrainienne dans les années 30 et la Seconde Guerre mondiale, qu'on a la même utilisation de la fin. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi, Perrine Simon-Naoum, que ce que l'on observe en Ukraine avec donc l'offensive russe, ce soit une reconstruction de l'Empire et donc quelque chose qui nous permette d'effacer ce qui s'est passé en 1989. Et puis aussi imaginer que ce qui se passe au Proche-Orient est une conséquence de la Seconde Guerre mondiale, de la déconstruction des empires, là en l'occurrence l'Empire britannique, création d'Israël, création d'un État juif après la Shoah. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre manière de penser les choses ? Alors, on peut remettre les choses dans ce qu'on appelle une longue durée. Maintenant, je crois que ce qui est important pour nous, c'est non seulement donc de saisir ces schémas anciens, mais de percevoir ce qui est nouveau dans ce qui nous arrive. Et il me semble que si la guerre fait partie depuis toujours du paysage de l'humanité, ce qui caractérise notre période, c'est en fait l'impossibilité où elle se trouve maintenant, où se trouvent en tout cas nos démocraties, de procéder à ces replis intérieurs qui ont été les leurs, effectivement, à l'horizon de ce rêve d'une mondialisation heureuse et d'une démocratie victorieuse. Marc Crépon. Oui, moi je souscris entièrement à ce que vous venez de dire, parce que je crois que pour affronter l'épreuve que constitue chacune de ces guerres du moment, nous avons besoin d'une intelligence du temps long et nous avons besoin de perspectives historiques. Et je suis très souvent frappé dans les débats très passionnés qui peuvent accompagner chacune de ces épisodes dramatiques de notre vie collective internationale par l'absence justement de perspectives historiques. Donc bien évidemment que pour comprendre le conflit au Proche-Orient, il faut remonter très en amont. Bien évidemment que pour comprendre la guerre russo-ukrainienne, il faut remonter à ce qu'a signifié la constitution de l'Empire soviétique, la fin de l'Empire soviétique, et puis les nostalgies que ça a créé. Et ça nous reconduit presque au débat de notre toute première partie d'émission, c'est-à-dire que dans le fond, la trahison des clercs de Benda, c'est la capitulation de l'intelligence. C'est la capitulation de l'intelligence devant les passions. Et ça, c'est ce qui arrive beaucoup en ce moment dans les scènes, sur la scène publique et même parfois aussi sur les scènes médiatiques. Et nous avons besoin de remettre de la distance critique, de l'intelligence, de l'étude, du savoir pour faire face aux grands défis de notre temps. Perrine Simon-Naoum. Oui, alors je souscris tout à fait à ce que vient de dire Marc Crépon dans la dernière partie de son intervention. En revanche, j'aurais tendance à me méfier d'identifications auxquelles nous procédons trop souvent et souvent par paresse. Par exemple, quand on explique la situation actuelle par une référence à 1914. Nous ne sommes pas en 1914. Non. Ça, c'est une chose qui explique très bien Frédéric Ancel dans son dernier ouvrage, à savoir que nous ne sommes pas dans une politique d'alliance, par exemple. Donc le schéma, s'il y avait un engrenage guerrier, il ne serait pas le même qu'en 1914. De même que nous ne sommes pas, en 2008, nous n'étions pas en 1929. Donc, et d'une certaine façon, ce n'est pas pour nous rassurer, parce qu'il y a quand même une nouveauté qui est celle des réseaux sociaux et celle de la technologie. Et je dirais que peut-être que nous sommes dans une situation pire encore que celle de nos contemporains du XXe siècle. Mais alors, en philosophie de l'histoire, on distingue comparer à et comparer avec. C'est-à-dire qu'on ne peut évidemment pas comparer le nazisme au communisme, mais on peut comparer le communisme avec le nazisme parce qu'ils ont des points communs et des points de distinction. Et c'est la raison pour laquelle la comparaison avec la guerre de 14, par exemple, elle est judicieuse dans la mesure où elle nous rappelle qu'un événement secondaire et périphérique peut entraîner le monde entier dans la guerre, Perrine Simon-Naoum. Oui, mais à ce moment-là, vous voyez bien qu'on n'est pas au niveau de la comparaison des faits dans laquelle finalement on a tendance à tomber encore une fois par facilité. Effectivement, l'histoire est là pour nous mettre en garde. Mais, et c'est, je crois, le rôle des philosophes, et c'est pour ça que les philosophes doivent absolument se ressaisir de la guerre, de l'objet
de la guerre pour la penser dans son contexte actuel. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Merci beaucoup Marc Crépon. Merci à vous. D'avoir répondu à cette invitation. Le spectre du nationalisme, c'est votre ouvrage, publié aux éditions Odile Jacob. Sagesse du politique et la nouvelle causalité diabolique. Ce sont vos ouvrages, Perrine Simon-Naoum, et on vous retrouvera à la rentrée avec une nouvelle édition des Mémoires de Raymond Aron. Dans quelques instants, les Mémoires de Lucile Como et de François Saltiel.